Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Comme d'autres pays, les Français fêtent le Nouvel An lors du 31 décembre. Cette fête s'appelle également en France le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour les Français, c'est un moment unique à passer entre amis, l'occasion de manger un bon repas, de danser et bien sûr de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Lors de cette leçon, vous allez apprendre comment les Français célèbrent le Nouvel An. Traditionnellement, que doivent faire les Français lorsqu'ils passent sous une branche de gui et que les 12 coups de minuit ont sonné? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. En France, on célèbre le Nouvel An entre amis. La fête se déroule à la maison ou dans des cafés et des restaurants. Les lieux qui ont le plus de succès sont ceux à proximité de la Tour Eiffel ou des Champs-Élysées. Les restaurants et maisons sont décorés avec des banderoles affichant « Bonne année ». On se retrouve dès la nuit tombée afin de partager un dernier repas tous ensemble et donc de réveillonner. C'est l'occasion de passer un agréable moment, n'est-ce pas? Vous le savez peut-être, les Français sont des gastronomes. Afin de réveillonner, il leur convient de manger un repas sophistiqué. Le dîner se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a l'apéritif où nous buvons du champagne et trinquons à la santé de nos amis et de notre famille. Puis, nous passons à table et dégustons des toasts avec du saumon fumé, du foie gras. Nous mangeons également des huîtres, puis de la viande ou du poisson. Sans oublier l'incontournable plateau de fromage. En dessert, nous pouvons déguster une bûche glacée. Tout cela ne vous donne-t-il pas faim? Après le repas, les Français allument la télé pour avoir le décompte de minuit. L'émission la plus regardée ce soir-là est Le plus grand cabaret du monde. Elle a lieu dans une salle de spectacle et présente des numéros de magie, de danse, d'acrobatie. Lorsque les 12 coups de minuit ont fini de sonner, la nouvelle année est arrivée. Les Français célèbrent l'instant en jetant des cotillons. Il faut également souhaiter la bonne année à tous ses proches, on appelle alors sa famille. On offre ensuite des étrennes, cadeaux de nouvelle année. Généralement, il s'agit d'enveloppes contenant de l'argent. Le saviez-vous? Après le Nouvel An, il convient de prendre de bonnes résolutions. Il faut choisir un ou plusieurs engagements afin d'améliorer son comportement durant l'année à venir. Perdre du poids, arrêter de fumer, faire du sport sont les résolutions le plus souvent prises par les Français. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Traditionnellement, que doivent faire les Français lorsqu'ils passent sous une branche de gui et que les 12 coups de minuit ont sonné? La coutume veut que les Français s'embrassent sous une branche de gui. Cette plante sert d'ornement pour les fêtes de fin d'année. Elle symbolise la prospérité et la longévité. La légende assure que les couples qui s'embrassent sous le gui seront mariés dans l'année. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, prenez-vous de bonnes résolutions pour la nouvelle année? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 14 juillet est une date très importante chez les Français? Parce que c'est un jour férié, mais surtout une fête nationale. Cette fête commémore deux événements. Le premier est la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Le deuxième est la fête de la Fédération, créée en 1790. Dans cette leçon, nous verrons pourquoi et comment les Français célèbrent cette fête nationale. Quel spectacle les Français peuvent-ils admirer le soir du 14 juillet dans toutes les villes de France? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête du 14 juillet existe depuis 1880. La prise de la Bastille, qui a eu lieu le même jour en 1789, symbolise le début de la Révolution française.
En effet, des Parisiens en colère contre la monarchie s'emparent ce jour-là de la vieille forteresse, qui était également une prison. La fête de la Fédération est créée en 1790 par l'Assemblée. Elle incarne l'unité, la réconciliation des Français et célèbre également la prise de la Bastille. Chaque année, depuis 1880, a lieu un défilé militaire à Paris en présence du président de la République. Les militaires sont à pied, à cheval, en voiture ou dans des avions. Ils descendent l'avenue des Champs-Élysées, la place de l'Étoile et vont jusqu'à la place de la Concorde où ils saluent le président et son gouvernement. Ce défilé attire des milliers de Français. Ceux qui ne peuvent pas venir le voir à Paris le regardent à la télé. Les 2 chaînes françaises qui diffusent cet événement attirent des millions de téléspectateurs chaque année. Le soir, les Français peuvent faire la fête puisque des bals sont organisés dans la plupart des villes. Ils ont le choix car différents styles de bal et de musique sont proposés au sein même d'une seule ville. À Paris, le bal le plus populaire est le bal des pompiers. Il est organisé dans la caserne même des pompiers et réunit des personnes de tous les âges, de toutes les professions. Le saviez-vous? La plupart des Français ignorent que le 14 juillet célèbre 2 événements. En général, ils pensent que c'est en la mémoire de la prise de la Bastille uniquement. La fête de la Fédération reste méconnue, même en France. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Le soir du 14 juillet, les Français peuvent admirer des feux d'artifice tirés dans la plupart des villes. C'est une tradition qui existe depuis la création de la fête nationale en 1880. À Paris, le feu d'artifice du Trocadéro rassemble à lui seul des milliers de visiteurs. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et dans votre pays, avez-vous une fête nationale? Que se passe-t-il de spécial ce jour-là? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Comme de nombreux autres pays, la France célèbre Noël. Le 25 décembre représente le jour de la naissance du Christ. En effet, bien avant de devenir un État laïque, la France avait un gouvernement catholique. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, de nombreuses fêtes et de jours fériés ont des origines religieuses. Noël reste pour les Français, même non-croyants, une fête très importante. Lors de cette leçon, vous allez apprendre comment nous la célébrons. Savez-vous quel repas spécial est servi à Noël en Provence uniquement? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Durant les périodes de fêtes et de fin d'année, de nombreux marchés de Noël sont ouverts dans diverses villes de France. Le plus célèbre est le marché de Strasbourg, en Alsace. Les Français peuvent ainsi acheter des décorations de Noël, des produits régionaux et des produits alimentaires comme des gâteaux. On peut également boire du vin chaud. C'est une boisson chaude, généralement composée de vin rouge et d'épices, que l'on consomme pendant l'hiver. En France, Noël est une fête familiale. C'est l'occasion de revoir la plupart des membres de sa famille. Parents, grands-parents, cousins, les Français fêtent Noël dans leur maison, qu'ils ont décorée pour l'occasion. L'élément indispensable est le sapin. Artificiel ou vrai, il trône dans le salon. C'est devant lui que l'on dépose les cadeaux. Il est décoré avec des boules de Noël et des guirlandes. Les couleurs les plus utilisées par les Français pour décorer leur maison le soir de Noël sont le rouge, le doré, l'argenté et le vert. Le réveillon de Noël est célébré le 24 décembre. C'est un véritable festin qui est servi. Traditionnellement, il est constitué d'une dinde de Noël et d'une bûche glacée en dessert. Les Français dégustent également des huîtres ou des escargots. Pour les cadeaux, ils sont offerts après le repas, à minuit ou le lendemain matin. Les enfants français croient au Père Noël et il n'est pas rare qu'un des membres de la famille se déguise ainsi afin de leur offrir leurs cadeaux. La chanson de Noël française la plus connue est « Petit Papa Noël ». Elle a été écrite par Raymond Vinci et la musique est composée par Henri Martinet. Elle raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'adresse au Père Noël. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. En Provence, un repas de Noël différent des autres régions de France est servi.
Il s'agit des 13 desserts. Traditionnellement, ils représentent Jésus et les 12 apôtres. Les 13 desserts sont composés de fruits secs, de fruits frais, de chocolat et autres douceurs. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et dans votre pays, célébrez-vous Noël? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Si vous connaissez l'histoire française, vous savez peut-être que le 11 novembre 1918 est une date importante pour les Français. C'est d'ailleurs un jour férié. Cette date est celle d'un armistice, une convention signée par plusieurs gouvernements afin de stopper des combats entre armées. Elle marque ainsi la fin de la Première Guerre mondiale. Dans cette leçon, nous allons apprendre pourquoi les Français célèbrent l'armistice du 11 novembre 1918. Savez-vous quel surnom est donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui a lieu principalement en Europe entre 1914 et 1918. Cette guerre est traumatisante pour la France car c'est le pays le plus touché, avec 1,4 million de morts. Elle prend fin lorsque les Anglais, les Français et les Allemands signent l'armistice le 11 novembre 1918. Chaque 11 novembre, le président de la République française exécute un rituel afin de commémorer cette date. Il dépose une gerbe tricolore devant la tombe de Georges Clemenceau, symbole de la victoire de la Grande Guerre. Puis, il remonte les Champs-Élysées escorté par les cavaliers de la garde républicaine, puis passe les troupes militaires en revue sur la place Charles de Gaulle. Enfin, il se recueille sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, est décédé le 20 janvier 2008 à l'âge de 110 ans. Après sa mort, il a été décidé que le 11 novembre ne serait plus seulement un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, mais également à tous les soldats français décédés en opération. Dans les villes et villages français, des petites cérémonies sont organisées chaque année. Ce sont généralement des musiciens, par exemple des fanfares, qui interprètent des morceaux de musique. Les Français peuvent aller assister à ces concerts qui sont généralement gratuits. En ce jour férié, le président de la République porte le bleuet de la France à sa boutonnière. Il arrive que certains Français le portent également. Cette fleur symbolise le soutien et la solidarité de la France envers les anciens combattants, les veuves et les orphelins. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Les soldats français de la Première Guerre mondiale étaient surnommés les poilus. À l'époque, le mot poilu pouvait désigner dans le langage familier quelqu'un de courageux et de viril. Surnommer les soldats français de poilus indiquait donc qu'ils étaient téméraires. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, célébrez-vous également la fin de la Première Guerre mondiale? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Comme d'autres pays, la France célèbre la fête du travail. Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en France. Les bus et les métros ne fonctionnent pas et tous les magasins sont fermés. Seuls certains centres indispensables comme les hôpitaux restent ouverts. Ce jour férié est la fête du travail. Dans cette leçon, nous allons apprendre pourquoi et comment les Français célèbrent la fête du travail. Savez-vous comment autrefois un jeune homme déclarait sa flamme à la fille qu'il aimait le 1er mai? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. En juin 1889, le congrès de la Deuxième Internationale socialiste est réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française. Il décide de faire du 1er mai un jour de lutte à travers le monde avec pour objectif la journée de travail de 8 heures.
Cette date est choisie en hommage au mouvement du 1er mai 1886 de Chicago, lorsqu'une grève est lancée par des syndicats, suivie par 400 000 salariés afin d'obtenir la journée des 8 heures. C'est en 1947 que le 1er mai, en France, devient un jour férié et payé. Sur une proposition de Raymond Lavigne, la Deuxième Internationale socialiste décide de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures. Cette revendication a été obtenue, mais la tradition de manifester pour les droits des travailleurs est restée. Chaque année depuis, de grandes manifestations ont lieu dans toute la France lors du 1er mai. Les plus importantes d'entre elles ont lieu à Paris. Les Français manifestent en défilant dans les rues. Ils crient des slogans et portent des pancartes sur lesquelles sont affichées leurs idées politiques. Le 1er mai est également le jour du muguet. Cette coutume a été lancée en 1561 par Catherine de Médicis, lorsque son fils, le jeune roi Charles IX, alors âgé de 10 ans, offrit un brin de muguet aux dames présentes. Cette habitude est restée chez les Français et aujourd'hui encore, nous achetons et offrons du muguet à nos proches le 1er mai. Il n'est d'ailleurs pas rare dans les manifestations de voir des participants défiler avec des brins de muguet attachés à leur boutonnière. Un film français intitulé 1er mai est sorti en 1958. Yves Montand, un célèbre acteur français, incarne le rôle principal. Le film raconte la journée peu ordinaire que vont vivre un père et son fils lors de ce jour férié. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Avant que la tradition du muguet existe, il y avait celle de l'arbre de mai. Les jeunes hommes célibataires devaient se rendre en forêt le 30 avril afin de tronçonner un arbre et le déposer devant la porte de la jeune fille qu'ils souhaitaient épouser. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Dans votre pays, fêtez-vous la fête du travail également ? Avez-vous un jour précis pour manifester ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous les crêpes ? C'est un dessert composé d'une très fine couche de pâte faite avec de la farine. On y ajoute des aliments salés ou sucrés pour la déguster. 40 jours après Noël, les Français célèbrent la Chandeleur, comme d'autres pays tels que la Suisse ou la Belgique. Le 2 février, tous les Français sont donc à leur fourneau car ils doivent cuisiner. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment les Français célèbrent la Chandeleur. Savez-vous ce que tiennent dans leurs mains les Français lorsqu'ils font sauter une crêpe ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête de la Chandeleur remonte à l'époque des Romains. Ils fêtaient le dieu Pan en agitant des flambeaux toute la nuit. En 472, le pape Gélas Ier décida de christianiser cette fête. Les croyants célébraient ainsi Jésus en allumant des chandelles. Le mot chandeleur vient donc de chandelle et symbolise la lumière. Mais pourquoi cuisine-t-on des crêpes ce jour en particulier ? À cette époque de l'année, les semailles d'hiver commençaient. Les paysans utilisaient donc la farine en trop pour confectionner des crêpes. De plus, avec leur forme ronde et leur couleur dorée, elles rappellent le soleil. Aujourd'hui encore, cette fête est très suivie par les Français, mais plus par habitude que par motivation religieuse. Quelques semaines avant, les Français peuvent voir des publicités pour les pâtes à crêpes dans les magazines ou à la télévision. C'est une fête que les Français célèbrent en famille lorsqu'ils ont de jeunes enfants ou entre amis. Si l'on utilise une poêle, il faut retourner la crêpe sans la faire tomber. Sinon, cela porte malheur. Les crêpes françaises sont généralement consommées chaudes, sucrées ou salées. Il existe 2 sortes de pâtes, au froment pour les garnitures sucrées et au sarrasin pour les salées. Les crêpes Suzette sont un grand classique de la cuisine française inventé par Auguste Escoffier.
Elles sont préparées avec du beurre fondu et mélangées avec du sucre, du Grand Marnier, de l'orange et du citron. Elles peuvent ensuite être flambées au Grand Marnier. Les crêpes bretonnes sont également célèbres dans toute la France. Si vous allez en Bretagne, vous devez goûter cette spécialité culinaire. On dit qu'il faut mettre la première crêpe réalisée en haut d'une armoire, car elle ne moisirait pas. Elle éloignerait ainsi la misère et la privation. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Lorsqu'ils font sauter leurs crêpes, les Français tiennent dans leurs mains une pièce de monnaie. Traditionnellement, c'était un louis d'or. Si la crêpe retombe correctement dans la poêle, cela garantit la prospérité toute l'année. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, fêtez-vous la Chandeleur? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous la galette des rois? C'est un gâteau composé généralement de pâte feuilletée. Les Français dégustent ce dessert le 6 janvier car ils célèbrent l'Épiphanie. Malgré tout, ce jour n'est pas férié. Dans cette leçon, nous allons découvrir ce qu'est l'Épiphanie et comment elle est fêtée en France. Savez-vous quelle est la particularité de la galette des rois destinée au président de la République française? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le mot épiphanie est d'origine grecque et signifie apparition. Pour les Grecs, les épiphanes sont des dieux qui se rendent visibles face aux hommes. Le 6 janvier, on célèbre ainsi les dieux grecs, d'où le mot épiphanie. Plus tard, cette fête sera christianisée. Chez les chrétiens, l'épiphanie célèbre la rencontre de 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, avec le Fils de Dieu, Jésus. C'est pour cela que les Français utilisent l'expression « tirer les rois » et manger une galette des rois lorsqu'ils dégustent ce dessert. Il existe différentes sortes de galettes des rois en France. Dans le nord de la France, c'est un gâteau en pâte feuilletée. On peut le manger avec de la confiture ou la fourrer avec de la frangipane, du chocolat ou des fruits également. Dans le sud de la France, c'est une brioche aux fruits confits et en forme de couronne. La galette la plus célèbre et la plus vendue en France est celle en pâte feuilletée, fourrée à la frangipane. La particularité de la galette des rois est qu'elle contient une fève, une petite figurine. Il en existe de toutes sortes. Chaque année, des boulangeries proposent une série de fèves basées sur un même thème. Par exemple, il y a des figurines représentant une célébrité française. La fève est cachée dans la galette et celui qui l'obtient en mangeant sa part devient le roi de la journée. Traditionnellement, avant de la manger, l'enfant le plus jeune de la famille se cache sous la table et désigne à quelle personne doit être attribuée chaque part de la galette. Il existe en France des collectionneurs de fèves des galettes des rois. On les appelle les fabophiles. Ils cherchent des fèves rares dans des vides-greniers, des brocantes ou encore sur Internet. Certaines figurines peuvent même coûter jusqu'à 2 000 €. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Les artisans pâtissiers confectionnent pour le président français une galette sans fèves afin qu'il ne puisse pas être couronné. Cette tradition date de 1975 lorsque fut offerte au président Valéry Giscard d'Estaing une galette géante d'1 mètre de diamètre. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, fêtez-vous l'épiphanie? Avez-vous déjà goûté une galette des rois? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid.
Si vous connaissez notre histoire, vous devez savoir que la France est un État laïque. En 1905, une loi est créée afin de séparer l'Église et l'État. Néanmoins, de nombreux jours fériés et traditions en France ont une origine catholique. Et l'une des fêtes catholiques les plus importantes est Pâques. Le lundi de Pâques est d'ailleurs un jour férié. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment les Français célèbrent Pâques. Savez-vous ce que mangent généralement les Français pour Pâques? Et attention, je ne parle pas des œufs en chocolat. Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. À l'origine, Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ et marque la fin du carême pour les catholiques. Le carême est une période de jeûne de 40 jours en référence aux 40 jours de jeûne effectués par Jésus-Christ dans le désert. La date de Pâques est variable. Elle doit tomber un dimanche, compris entre le 22 mars et le 25 avril. Le lundi qui suit ce dimanche est férié et est appelé le lundi de Pâques. Beaucoup de Français célèbrent cette fête, même s'ils ne sont pas catholiques ou non-croyants. Les Français fêtent Pâques en famille. Le dimanche, les adultes cachent des œufs dans le jardin ou la maison et les enfants doivent les chercher. Ce sont de vrais œufs de poule, vidés et décorés, ou alors ils sont en chocolat. Traditionnellement, on offrait des œufs à Pâques car durant le carême, on ne pouvait pas en manger. Mais les poules continuaient à pondre des œufs. Une fois le carême passé, on offrait alors ces œufs en trop à des amis, à des voisins. Aujourd'hui, on n'offre pas uniquement des œufs. En effet, les chocolatiers proposent par exemple des chocolats en forme de lapin, de cloche, de poisson. Le choix est varié. En France, on raconte aux jeunes enfants que ce sont les cloches qui apportent les œufs de Pâques. Car la tradition veut que les cloches des églises sonnent chaque jour de l'année, mais au moment de Pâques, elles sont silencieuses du jeudi au samedi. Elles résonnent le dimanche de Pâques et apportent aux enfants les chocolats. Par contre, en Alsace, on dit aux enfants que c'est le lapin de Pâques qui délivre les chocolats. Connaissez-vous le 1er avril? C'est un jour où l'on fait des farces aux autres. On colle un poisson en papier dans le dos d'une personne. C'est pour cela qu'à Pâques, on peut déguster des poissons en chocolat en référence au poisson d'avril. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. À Pâques, les Français cuisinent traditionnellement un agneau. La recette s'appelle agneau pascal, car pour les chrétiens, l'agneau symbolise le Christ ressuscité. Durant cette période, les bouchers et supermarchés font de la publicité afin de vendre la viande d'agneau. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, existe-t-il la chasse aux œufs de Pâques? Est-ce que le lapin ou les cloches apportent les œufs? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Si vous aimez vous déguiser, ce sujet est pour vous. Entre février et mars arrive une fête très appréciée des Français. Elle leur permet de défiler en costume et de manger différents desserts. Cette fête a deux noms. On l'appelle Carnaval ou Mardi Gras. Dans cette leçon, vous allez apprendre pourquoi et comment les Français célèbrent Mardi Gras. Savez-vous ce que les Français cuisinent et dégustent comme pâtisserie à l'occasion du carnaval? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le carnaval date de l'Antiquité romaine, lorsque de grandes fêtes célébraient le renouveau de la nature. Par la suite, la population française, christianisée, continua de célébrer la fête de l'hiver à travers cette fête du Mardi Gras. Le Mardi Gras ouvre la période pascale, qui est un moment essentiel dans le calendrier chrétien. Il précède le carême, qui est un jeûne de 40 jours en souvenir de la retraite de Jésus dans le désert. Le carême commence un mercredi et le mardi qui le précède est le Mardi Gras, appelé ainsi car c'est le dernier jour où l'on peut manger gras.
Le Mardi Gras est l'occasion pour les Français de se déguiser. La tradition remonte au Moyen Âge où les costumes permettaient d'inverser les rôles. Le pauvre se déguisait en roi, l'homme s'habillait en femme. Aujourd'hui, tous les enfants français vont à l'école déguisés le jour du carnaval. Et même dans certains lycées, les étudiants peuvent venir costumés. Et dans différentes villes de France, des défilés de chars et de participants déguisés sont organisés. Aujourd'hui, le carnaval le plus connu en France est celui de la ville de Nice, qui existe depuis le Moyen Âge. Le carnaval de Nice se déroule chaque hiver au mois de février durant 2 semaines. Chaque année, un nouveau thème est choisi pour la manifestation. Les défilés se composent de 20 chars. Il existe également un concours de fleurs où des chars fleuris s'affrontent à celui qui sera le plus beau. Ils sont ornés de fleurs fraîches cueillies pendant la nuit. Le lendemain matin, le défilé peut commencer et les participants costumés lancent des poignées de fleurs aux spectateurs. Le carnaval de Paris était durant 5 siècles l'un des plus importants carnavals du monde. Il s'arrêta à cause de la guerre en 1914. Il finit par tomber dans l'oubli. Mais depuis 1998, il est relancé et connaît le succès. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. À l'occasion du carnaval, les Français cuisinent des desserts gras et sucrés. Traditionnellement, ils utilisaient leurs derniers œufs, car ils ne pouvaient pas en manger pendant le carême. Les spécialités du carnaval sont donc à base d'œufs, comme les beignets, les bugnes et les fritures. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Existe-t-il un carnaval dans votre pays ? Comment le célébrez-vous ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Dans votre pays, célébrez-vous la fête de la musique ? Si oui, vous savez peut-être que c'est une invention française. Le 21 juin, nous fêtons la musique. Nous pouvons par exemple assister à des concerts gratuitement ou jouer d'un instrument dans la rue si nous le souhaitons. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment les Français célèbrent la fête de la musique. Savez-vous quel instrument de musique est le plus pratiqué chez les Français ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête de la musique a été créée en 1982 par le ministère de la Culture. L'idée vient à l'origine du musicien américain Joel Cohen, qui travaillait alors pour une radio française. Il voulait que les groupes de musique jouent le 21 juin au soir, jour de l'été. Cette idée est finalement adaptée par Maurice Fleuret et mise en place en France par Jack Lang, le ministre de la Culture. L'idée est de rendre la musique accessible à tous. Tout le monde peut écouter un concert gratuitement ou jouer de la musique le 21 juin. Le slogan de cette fête est « Fête de la musique, fête de la musique ». Il repose sur un jeu de mots. En effet, le mot « fête » a ici la même sonorité que le verbe « faire » à l'impératif de la troisième personne du pluriel. Ainsi donc, de nombreux musiciens appliquent ce slogan puisque chaque 21 juin compte environ 18 000 concerts pour environ 5 millions de musiciens ou chanteurs amateurs, rassemblant près de 10 millions de spectateurs. En France, la fête de la musique est connue par 97% des Français. En principe, les bars et les restaurants doivent fermer aux alentours de minuit et demi. Mais le soir de la fête de la musique, ils ont une autorisation spéciale qui leur permet de rester ouverts beaucoup plus tard dans la nuit afin d'accueillir le public. De plus, la date du 21 correspond le plus souvent avec le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année. La nuit tombe très tardivement, ce qui permet aux Français de profiter un maximum des concerts organisés. La fête de la musique commence à s'exporter en 1985 à l'occasion de l'année européenne de la musique. En moins de 15 ans, elle est reprise dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. En France, l'instrument le plus pratiqué est la guitare, suivi de près par le piano.
Mais le piano est l'instrument le plus enseigné dans les écoles de musique, tandis que beaucoup de personnes jouent de la guitare en amateur, sans professeur. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, existe-t-il la fête de la musique? Y participez-vous? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Si vous vivez en Europe, alors peut-être connaissez-vous les Journées du patrimoine. Il s'agit du 3e week-end de septembre, durant lequel il est possible de visiter des édifices historiques et autres biens publics, bien souvent fermés au public. Cette manifestation permet également de visiter des musées à prix réduit ou même gratuitement. Savez-vous qui est à l'origine de cette initiative française? Nous en parlerons lors de cette leçon. Savez-vous quels sont les monuments les plus visités en France durant les Journées du patrimoine? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le patrimoine recouvre l'ensemble des héritages du passé d'une civilisation donnée, qu'ils soient matériels ou immatériels. Les premières Journées du patrimoine ont été lancées en 1984 par le ministère français de la Culture. L'initiative vient du ministre Jack Lang. La date est fixée au 3e dimanche de septembre. Suite au succès des Journées du patrimoine organisées par la France, plusieurs pays européens décident de reprendre l'idée dès 1985. Le but de cet événement est de faire découvrir au public la richesse du patrimoine historique et culturel d'un pays. Depuis 1995, un thème national est choisi chaque année afin de mettre en lumière un aspect particulier du patrimoine et de ne pas lasser les participants. Par exemple, en 2012, le thème était « Les patrimoines cachés ». Ces thématiques favorisent des ouvertures inédites et des animations particulières. En effet, les établissements ouverts au public proposent des animations originales et très diversifiées. Visites guidées, concerts de musique, représentations théâtrales. Le but est toujours d'intéresser le public tout en l'informant. La France a la chance d'être un pays qui a su conserver son patrimoine. Elle héberge plus de 40 000 monuments, biens publics et sites protégés, dont un tiers classés. En effet, 33 sites culturels sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a également plus de 8000 musées en France. Les Journées du patrimoine mettent en avant l'intérêt de protéger ces monuments. À l'origine, cet événement s'appelait « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». C'est en 1992 qu'il a pris le nom de « Journée nationale du patrimoine ». Depuis 2000, on appelle également ce week-end « Journées européennes du patrimoine » car cette initiative a été suivie dans toute l'Europe. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Lors des Journées du patrimoine, ce sont les lieux officiels du gouvernement qui sont le plus souvent visités, comme le Palais de l'Élysée, le Palais Bourbon ou encore le Palais du Luxembourg. Certains lieux sont interdits aux visites le reste de l'année. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, existe-t-il les Journées du patrimoine? Allez-vous visiter des monuments durant ce week-end? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Si vous vivez en Europe, alors peut-être connaissez-vous les Journées du patrimoine. Il s'agit du 3e week-end de septembre, durant lequel il est possible de visiter des édifices historiques et autres biens publics, bien souvent fermés au public. Cette manifestation permet également de visiter des musées à prix réduit ou même gratuitement. Savez-vous qui est à l'origine de cette initiative française? Nous en parlerons lors de cette leçon. Savez-vous quels sont les monuments les plus visités en France durant les Journées du patrimoine? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le patrimoine recouvre l'ensemble des héritages du passé d'une civilisation donnée, qu'ils soient matériels ou immatériels. Les premières Journées du patrimoine ont été lancées en 1984 par le ministère français de la Culture. L'initiative vient du ministre Jack Lang.
La date est fixée au 3e dimanche de septembre. Suite au succès des Journées du patrimoine organisées par la France, plusieurs pays européens décident de reprendre l'idée dès 1985. Le but de cet événement est de faire découvrir au public la richesse du patrimoine historique et culturel d'un pays. Depuis 1995, un thème national est choisi chaque année afin de mettre en lumière un aspect particulier du patrimoine et de ne pas lasser les participants. Par exemple, en 2012, le thème était « Les patrimoines cachés ». Ces thématiques favorisent des ouvertures inédites et des animations particulières. En effet, les établissements ouverts au public proposent des animations originales et très diversifiées. Visites guidées, concerts de musique, représentations théâtrales. Le but est toujours d'intéresser le public tout en l'informant. La France a la chance d'être un pays qui a su conserver son patrimoine. Elle héberge plus de 40 000 monuments, biens publics et sites protégés, dont un tiers classés. En effet, 33 sites culturels sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a également plus de 8 000 musées en France. Les Journées du patrimoine mettent en avant l'intérêt de protéger ces monuments. À l'origine, cet événement s'appelait Journée portes ouvertes dans les monuments historiques. C'est en 1992 qu'il a pris le nom de Journée nationale du patrimoine. Depuis 2000, on appelle également ce week-end Journées européennes du patrimoine, car cette initiative a été suivie dans toute l'Europe. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Lors des Journées du patrimoine, ce sont les lieux officiels du gouvernement qui sont le plus souvent visités, comme le Palais de l'Élysée, le Palais Bourbon ou encore le Palais du Luxembourg. Certains lieux sont interdits aux visites le reste de l'année. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, existe-t-il les Journées du patrimoine? Allez-vous visiter des monuments durant ce week-end? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous le Beaujolais nouveau? Il s'agit d'un vin d'appellation d'origine contrôlée de la région du Beaujolais qui existe depuis 1951. Chaque année, il est élaboré à partir de la vigne Gamay et sa commercialisation est autorisée immédiatement à la fin de la vinification. Sa vente est un véritable événement, aussi bien en France que dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est célébrée la sortie du Beaujolais nouveau. Savez-vous quel autre pays est grand amateur du Beaujolais nouveau? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Chaque année, le 3e jeudi du mois de novembre est commercialisé le Beaujolais nouveau. Cette date correspond en effet à la fin de la vinification. Auparavant, aucun vin ne pouvait être vendu avant le 15 décembre, mais plusieurs syndicats viticoles ont fait pression afin que certains d'entre eux puissent être commercialisés avant cette date. C'est ainsi qu'est née l'appellation Beaujolais nouveau en 1951. C'est en 1985 qu'est fixée la date de sortie du Beaujolais nouveau, chaque 3e jeudi de novembre. Ce vin tient son nom de la région du Beaujolais, là où il est produit. Cela représente une zone de 55 km de long, entre Mâcon au nord de l'Arbrelle, près de Lyon au sud. Cette région viticole est connue pour ses vins typiques, vins rouges issus à 99% du cépage Gamay. La région du Beaujolais produit chaque année une moyenne de 50 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau aujourd'hui. Le Beaujolais nouveau n'a pas une très bonne réputation auprès des Français. En effet, c'est un produit viticole jeune et il n'est pas considéré comme un vin de dégustation. Néanmoins, cela n'empêche pas les Français de le consommer comme vin de table. En France, les 3 régions qui consomment le plus de ce vin sont la région parisienne, la région Est et la région Centre-Est. Sa mise en vente chaque année fait l'objet d'animations et de fêtes commerciales dans toute la France. Tous les Français connaissent et ont eu l'occasion de goûter ce vin. Le Beaujolais nouveau est un vin jeune et doit le rester. En effet, il ne peut se conserver longtemps.
Au-delà de 6 mois, il n'est plus consommable. Il faut donc se dépêcher de le finir. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Le Japon est un pays où le Beaujolais nouveau est très apprécié. Chaque année, environ 8 millions de bouteilles sont exportées de la France vers le Japon. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Avez-vous déjà bu du Beaujolais nouveau? Aimez-vous ce vin? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous la Saint-Valentin? Il s'agit de la fête des amoureux que les Français célèbrent le 14 février. En France, cette fête s'adresse uniquement aux couples. Dans cette leçon, nous allons apprendre pourquoi et de quelle façon nous fêtons la Saint-Valentin. Connaissez-vous l'illustrateur français qui s'est fait connaître grâce à des dessins de couples d'amoureux? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La Saint-Valentin est d'origine païenne. Les Romains fêtaient Lupercus, le dieu de la fécondité. Plus tard, le pape Gélase, en 498, fixe le 14 février comme le jour de la fête des Saint-Valentin, en l'honneur des 3 martyrs prénommés Valentin. Mais les historiens ignorent encore aujourd'hui pourquoi la fête de l'amour a été associée avec ces 3 martyrs. La Saint-Valentin, telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, arrive au XVe siècle grâce à Charles d'Orléans, qui a pris connaissance de cette fête alors qu'il était prisonnier en Angleterre. En France, chaque année, la Saint-Valentin fait débat. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Cette fête est souvent critiquée car vue comme purement commerciale. De plus, les célibataires se sentent stigmatisés. Durant cette période, les journalistes rédigent des articles afin de donner leur opinion sur cette fête, tout comme les animateurs radio ou télé. Tous les Français en parlent et tout le monde donne son avis. Néanmoins, cette fête connaît un grand succès. De nombreux magasins sont décorés avec du rouge et du rose, les couleurs de l'amour. D'après les sondages, plus de la moitié des Français déclarent célébrer la Saint-Valentin. Généralement, les couples s'offrent des week-ends ou des voyages à deux. Le parfum est également un cadeau très prisé. Les roses rouges sont quant à elles l'élément décoration indispensable. En France, il existe un village qui s'appelle Saint-Valentin. De nombreux touristes français, mais également chinois ou japonais, viennent y célébrer la fête des couples. Les participants peuvent recevoir un diplôme des amoureux remis en main propre par le maire de la commune. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Connaissez-vous l'illustrateur français qui s'est fait connaître grâce à ses dessins de couples d'amoureux? Raymond Penet est un dessinateur français renommé, né en 1908 et mort en 1999. Ce sont ces dessins de couples d'amoureux qui l'ont rendu célèbre. Aujourd'hui encore, on peut les retrouver sur de nombreux supports, comme des cartes ou des timbres. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, célébrez-vous la Saint-Valentin ou jugez-vous cette fête trop commerciale? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Dans votre pays, célébrez-vous la fête des mères? Il s'agit d'une fête annuelle célébrée le dernier dimanche de mai par les enfants en honneur de leur mère. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment les Français la fêtent. Savez-vous quelle est la particularité des mères françaises d'un point de vue démographique? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête des mères existait déjà dans la Grèce antique. La population organisait des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa, la grande mère des dieux, et notamment mère de Zeus. Une fête religieuse romaine célébrait également les mères le 1er mars lors de la Matronalia.
En 1908, une Américaine ayant perdu sa mère un dimanche de mai décide en son honneur de créer la fête des mères que l'on connaît actuellement. En France, le village d'Arthas se revendique comme le berceau de la fête des mères. En effet, ce village organisa en 1906 une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. En 1920 est élaborée une fête des mères de familles nombreuses, puis le gouvernement officialise une journée des mères en 1929. Contrairement à ce qui a été souvent relayé dans les médias, la fête des mères n'est donc pas une création du maréchal Pétain, chef de l'État français et président du Conseil de 1940 à 1944. En 1941, le régime de Vichy ne fait qu'inscrire cette fête au calendrier. Après-guerre, la loi fixe la date au dernier dimanche de mai. Dès la maternelle, les enfants français créent des bijoux, écrivent des poèmes pour leur maman. Quand les enfants grandissent, ils offrent des bouquets de fleurs ou du parfum. Selon les responsables de boutiques de fleurs, les ventes de bouquets à l'occasion de la fête des mères représentent au moins 3% de leur chiffre d'affaires annuel. Cela fait plus de 500 000 bouquets écoulés. Un film français a pour sujet la fête des mères. C'est une comédie de Gérard Pires, sortie en 1969. Ce film narre l'histoire d'une famille réunie à l'occasion de cette fête qui connaîtra une journée forte en émotions. Il s'intitule tout simplement La fête des mères. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle est la particularité des mères françaises d'un point de vue démographique ? La particularité des mères françaises est qu'elles ont beaucoup d'enfants. Actuellement, la France est avec l'Irlande, le pays de l'Union européenne où la fécondité est la plus forte. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Et vous, célébrez-vous la fête des mères ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Dans votre pays, célébrez-vous la fête des pères ? Il s'agit d'une fête annuelle célébrée le 3e dimanche de juin par les enfants en l'honneur de leur père. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment les Français la célèbrent. Savez-vous quelle fleur en France est le symbole de la fête des pères ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Les pères étaient déjà célébrés au temps des Romains. Une cérémonie avait lieu chaque année en février. Elle rendait hommage aux pères décédés. Dans les pays catholiques, on célébrait la fête des pères dès le Moyen Âge dans les régions religieuses. Le 19 mars était en effet le jour de la Saint-Joseph, or celui-ci était le père adoptif de Jésus. En France, la fête des mères existait déjà, mais rien n'était fait pour les pères. Celle-ci est alors lancée en France en 1949 par une marque de briquets, les briquets bretons Flaminaire. À l'époque, l'image type du papa est celle d'un homme qui fume, car la cigarette est à ce moment un attribut typiquement masculin. L'entreprise de briquets choisit la date du 3e dimanche de juin, comme aux États-Unis, pour diffuser sa marque en même temps qu'une fête qui lui tient à cœur. Contrairement à la fête des mères, cette fête des pères n'est pas imposée par la loi. Les enfants français créent dès la maternelle des cadeaux pour leur papa. Quand ils sont plus grands, ils offrent des cadeaux qu'ils ont achetés en magasin. Les produits les plus offerts par les Français pour leur père sont les vêtements, les produits culturels, puis les parfums. Chaque Français dépense en moyenne 40 € à l'occasion de cette fête. En France, des éditeurs n'ont pas hésité à utiliser la fête des pères comme argument commercial. En effet, de nombreux livres sont mis en vente durant cette période, ayant pour seul but d'être offerts le jour de la fête des pères. Il y a par exemple le livre des pères formidables ou Petit livre à offrir à son papa. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle fleur en France est le symbole de la fête des pères ? La rose est le symbole de la fête des pères. La couleur a un sens. En effet, si la rose est de couleur rouge, cela indique que le père fêté est vivant. Mais si elle est blanche, c'est qu'il est décédé.
Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, qu'avez-vous offert à votre père pour sa fête? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Dans votre pays, célébrez-vous la fête des grands-mères? Il s'agit d'une fête annuelle fêtée le premier dimanche de mars par les petits-enfants en l'honneur de leur mamie. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment les Français célèbrent la fête des grands-mères. Un sondage a été réalisé auprès des grands-mères françaises. Et savez-vous quelle est leur motivation principale pour 80% d'entre elles? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête des grands-mères a une origine purement commerciale. En effet, elle a été créée par une marque de café du même nom en 1987. Depuis, en France, le premier dimanche de mars, les aïeuls sont fêtés. Au cours des ans, cette fête est devenue de plus en plus populaire, faisant l'objet d'ateliers dans les écoles et de campagnes promotionnelles. Elle est depuis mentionnée dans certains calendriers français et dans la presse. Les enfants créent donc à l'école des cadeaux pour leur mamie, et ce, dès la maternelle. C'est l'occasion pour les familles françaises de se retrouver. Les petits-enfants offrent des cadeaux à leur grand-mère. Les présents les plus populaires sont les bouquets de fleurs ou les plantes comme les orchidées. Une étude réalisée par les fleuristes français a montré que cette fête avait un impact significatif sur les ventes des végétaux d'intérieur. Durant cette journée, des événements, commerciaux ou non, sont organisés dans toute la France. Par exemple, une mamif a lieu place de la Bastille depuis quelques années. Une mamif est un mot valise jouant avec les mots mamie et manifestation. Le but de cet événement est de réunir les mamies et leurs familles. Les grands-pères sont les grands oubliés du calendrier. Effectivement, la fête des papis n'existe pas, contrairement à celle des grands-mères. Peut-être faut-il attendre qu'une marque crée cette fête. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Un sondage a été réalisé auprès des grands-mères françaises. Et savez-vous quelle est leur motivation principale pour 80% d'entre elles? En France, il y a plus de 6 millions de grands-mères. Elles ont en moyenne 65 ans et 4 petits-enfants. Et pour 80% d'entre elles, le plus important est de faire plaisir à leurs petits-enfants, d'après un sondage réalisé auprès des mamies françaises. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, célébrez-vous la fête des grands-mères? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous la fête de la Victoire en France? C'est un événement très important pour les Français qui marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un jour férié, fêté le 8 mai. Dans cette leçon, nous verrons comment et pourquoi les Français célèbrent la fête de la Victoire. Savez-vous ce que représente la tombe du soldat inconnu qui a été installée sous l'Arc de Triomphe à Paris? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. En 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne mais n'intervient pas. L'Allemagne, ayant anéanti la Pologne, attaque la France le 10 mai 1940. Le 14 juin, Paris est occupé. Cette défaite est un traumatisme pour les Français. Pétain apparaît alors comme le sauveur. Il nomme Pierre Laval vice-président du Conseil. Il s'installe à Vichy. Le 11 juillet, une nouvelle constitution est proclamée, c'est la mort de la République. Le 7 mai 1945, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. Le 8 mai, à 15 h, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre, tandis que le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. La population laisse éclater sa joie.
Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonnant la Marseillaise et des chants patriotiques. Le 8 mai est alors déclaré en 1953 jour férié de commémoration en France. Le président Charles de Gaulle supprime le caractère férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959. Pour se placer dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Giscard d'Estaing supprime également le caractère commémoratif de la victoire alliée. C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce jour férié seront abolis en 1981. Ainsi, chaque 8 mai, le président de la République remonte les Champs-Élysées accompagné de militaires. Il dépose alors une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu et ravive la flamme. Les réalisateurs français ont sorti plus d'une vingtaine de films à propos de la Seconde Guerre mondiale. L'un des films les plus récents s'intitule « Elle s'appelait Sarah ». Il raconte l'histoire d'une journaliste américaine partie à la recherche d'une petite fille juive déportée en 1942. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous ce que représente la tombe du soldat inconnu qui a été installée sous l'Arc de Triomphe à Paris ? La tombe du soldat inconnu est celle d'un soldat non identifié. Elle est le symbole de tous les soldats morts en opération. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Et dans votre pays, commémorez-vous la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Avez-vous déjà entendu parler du jeudi de l'Ascension ? C'est une fête catholique célébrée en France, 40 jours après Pâques. C'est également un jour férié. Je vais vous en dire plus à son propos dans cette leçon. Savez-vous quels soucis les Français connaissent sur les routes de France lors de la période du jeudi de l'Ascension ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Pâques est une fête catholique qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. C'est 40 jours après Pâques, un jeudi, que se célèbre l'Ascension. Celle-ci marque l'élévation, d'où le terme d'ascension, de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Aussi, les fêtes chrétiennes, Pâques, Ascension et Pentecôte, sont irrémédiablement liées. Cette fête n'est célébrée que par les catholiques, mais néanmoins c'est un jour férié. Elle a donc un impact sur le reste des Français qui se retrouvent habituellement en famille et restent chez eux. Outre le fait d'être férié, le jeudi de l'Ascension a un autre avantage aux yeux des Français. En effet, il n'est séparé du week-end que par la journée du vendredi. Beaucoup de Français font ainsi le pont, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas non plus le vendredi. Ils profitent ainsi d'un week-end de 4 jours. De nombreuses entreprises françaises accordent une journée chômée supplémentaire à leurs salariés. Ce week-end de 4 jours est devenu en France un véritable argument commercial et touristique. En effet, de nombreux Français partent en voyage durant cette période. Ils visitent la France ou l'Europe. Ils aiment aussi aller dans les régions du sud de la France comme la Côte d'Azur. Lorsqu'ils partent en Europe, les pays chauds comme l'Italie et l'Espagne les attirent. Les organisateurs touristiques ont donc profité de ces jours de repos pour mettre au point différentes formules commerciales afin de répondre à la demande des touristes français. Dans les écoles et lycées français, c'est le conseil d'administration qui vote afin de savoir si l'établissement fera le pont ou pas. Certains élèves peuvent ainsi aller travailler le lendemain du jeudi de l'Ascension et d'autres non. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quels soucis les Français connaissent sur les routes de France lors de la période du jeudi de l'Ascension ? Le pont de l'Ascension est l'un des week-ends les plus chargés sur les routes. Les Français qui partent en vacances connaissent ainsi de nombreux bouchons sur l'autoroute. Ce sont des embouteillages causés par un trop gros nombre de voitures. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Et dans votre pays, fêtez-vous l'Ascension ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 15 août est un jour férié en France? C'est parce que nous fêtons l'Assomption, une fête catholique. Dans cette leçon, nous verrons quelles sont les origines de cette fête et comment les Français la célèbrent à présent. Savez-vous quel prénom est fêté le jour de l'Assomption? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. L'Assomption célèbre la mère de Jésus, Marie élevée au ciel. Au VIe siècle, l'empereur byzantin Maurice instaure dans son empire la fête de la Vierge Marie, chaque année à la date du 15 août. La fête est introduite en Occident par le pape Théodore au 7e siècle. Elle prend le nom d'Assomption à partir du siècle suivant. En 1637, le roi Louis XIII désire un héritier. Il demande alors à ses sujets de faire tous les 15 août une procession dans chaque paroisse afin que sa prière soit exaucée. La demande du roi Louis XIII ayant été exaucée l'année suivante, la fête du 15 août a pris une importance particulière. Et depuis, chaque année, des processions religieuses ont lieu dans certaines villes de France. Par exemple, après la messe, des pèlerins portent une statue de la Vierge Marie dans les rues du quartier. La procession de Paris se tient depuis quelques années dans un bateau sur la Seine, où l'on sort la statue d'argent de la Vierge conservée à Notre-Dame. Les Français qui ne sont pas catholiques peuvent néanmoins célébrer le 15 août. En effet, de nombreuses animations ont lieu ce jour. Des feux d'artifice sont tirés dans de nombreuses villes de France, des bals populaires et des spectacles de danse sont également organisés. Ils sont souvent gratuits. La tradition est restée forte dans des villes très catholiques comme Lourdes ou Puy-en-Velay. Et la ville de Lourdes connaît ce jour-là ses plus grandes heures d'affluence. Le jour de l'Assomption fait l'objet de nombreux dictons comme « à la mi-août, adieu les beaux jours » ou « à la mi-août, l'hiver est en route ». En effet, le 15 août symbolise également un été déjà bien entamé et l'automne qui se rapproche. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quel prénom est fêté le jour de l'Assomption? Le 15 août est la fête de toutes les femmes prénommées Marie. En France, c'est le prénom le plus donné au XXe siècle. Depuis 1946, ce prénom a été donné plus de 2 millions de fois à des petites filles françaises. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, célébrez-vous également l'Assomption? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous la Pentecôte? C'est un jour férié et une fête chrétienne célébrée en France 50 jours après Pâques. Nous allons vous en dire plus sur la Pentecôte au cours de cette leçon. Savez-vous quel animal est mis en avant le jour de la Pentecôte en France? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le nom de cette fête vient du grec. Il signifie 50e jour. La fête de la Pentecôte est très ancienne. Les Hébreux la célébraient à l'occasion des moissons et en souvenir des tables de la loi données à Moïse, et les Juifs la fêtent encore. Les chrétiens commémorent la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la résurrection, donc 50 jours après Pâques. Avant la Révolution en France, la semaine qui suivait la Pentecôte était fériée. Mais en 1801, le Concordat a délimité le caractère férié au seul lundi de la Pentecôte. Les Français travaillent donc les autres jours de la semaine. Le lundi de la Pentecôte a été choisi comme jour férié d'après la loi du 8 mars 1886 et l'est toujours resté sans autre particularité jusqu'en 2004. Une journée de solidarité envers les personnes âgées a été instaurée par la loi en 2004 par Solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, sous l'action du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Cette loi a été votée après la canicule de l'été 2003 qui entraîna la mort d'environ 15 000 personnes. Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Il a été décidé que ce jour de travail supplémentaire aurait lieu le jour de la Pentecôte. Néanmoins, cela n'est pas obligatoire.
Le compositeur français Olivier Messiaen a composé une de ses œuvres les plus importantes afin de célébrer cette fête. Cette composition pour les orgues est nommée la Messe de la Pentecôte. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quel animal est mis en avant le jour de la Pentecôte en France ? Dans les années 1990, la Confédération française de la boucherie a eu l'idée de promouvoir la viande de veau en créant l'opération Veau de la Pentecôte. Cette idée est reprise chaque année et est purement commerciale. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Et dans votre pays, fêtez-vous la Pentecôte ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 10 mai est une date importante en France ? C'est la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Les Français célèbrent en effet la fin de l'esclavage, son abolition. Un esclave est une personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui est sous la dépendance d'un maître. Nous en dirons plus au cours de cette leçon. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique. Sous la Révolution, les députés de la Convention abolissent l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte revient sur cette mesure et légalise l'esclavage le 20 mai 1802. Il faut attendre la Révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, l'esclavage soit totalement aboli en France métropolitaine et d'outre-mer. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Cette loi française reconnaît l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Le président de la République française, Jacques Chirac, décide en 2006 de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lors de la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage, plusieurs manifestations et commémorations ont lieu en France métropolitaine comme en Outre-mer. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, qui présente notamment des collections d'objets de la civilisation africaine, participe activement à cette journée. En effet, des animations spécifiques sont organisées dans le musée lors de cette journée et des dossiers thématiques sont mis en ligne à propos de l'esclavage sur son site internet. Marie-Olympe de Gouges, née en 1748 et morte guillotinée en 1793, est surtout connue pour son combat en faveur des droits des femmes. Mais elle militait également en faveur de l'abolition de l'esclavage au travers d'écrits comme sa célèbre pièce de théâtre Zamore et Mirza. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française ? Toussaint Louverture est un ancien esclave né en Haïti en 1743. Il prit la tête de la révolte des esclaves contre les colons blancs en 1791. 3 ans plus tard, la République française abolit l'esclavage et Toussaint se rallie à elle, devenant ainsi le premier général noir de l'armée française. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Dans votre pays, avez-vous un événement en mémoire de l'abolition de l'esclavage ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Célébrez-vous comme les Français la fête des voisins ? Cet événement est une initiative d'une association caritative parisienne. Il a lieu le dernier vendredi de mai ou le premier vendredi du mois de juin. Au cours de cette leçon, nous allons en savoir plus à propos de cette fête. Savez-vous quelles sont les 3 plus grandes villes de France ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo.
La fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, est une fête à l'origine française. Son but est de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale. Cette idée est née en 1990 lorsqu'un groupe d'amis crée l'association Paris d'Amis dans le 17e arrondissement de la capitale française. Ils souhaitent renforcer les liens de proximité entre les habitants du quartier et lutter ainsi contre l'isolement. L'association réalise alors de nombreux projets dans ce but, comme un service de parrainage pour les voisins en difficulté. En 1999, l'association lance la Fête des voisins dans le 17e arrondissement de Paris. Et le succès est immédiat puisque 800 immeubles y participent, permettant de mobiliser plus de 10 000 habitants. Le principe est simple, une fête est organisée dans un immeuble, une maison, un jardin. Tout le monde est libre d'organiser cette fête et d'y participer. Chaque participant peut amener à boire ou à manger. Cette initiative permet de rencontrer ses voisins et de mieux connaître les personnes qui habitent le quartier. Cet événement français a maintenant dépassé les frontières de son pays d'origine. D'abord avec l'extension de la fête à la Belgique et à 10 autres villes européennes en 2003. Puis avec l'organisation de la Journée européenne des voisins en 2004, qui se déroule dans plus de 150 villes d'Europe et au-delà, avec le Canada, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il existe un film français à propos de la fête des voisins. Réalisé en 2010 par David Haddad, ce film narre l'histoire de Pierrot, gardien, qui organise cette fête dans son immeuble. Il s'intitule « La fête des voisins ». Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelles sont les 3 plus grandes villes de France ? Les 3 plus grandes villes de France sont Paris, Marseille et Lyon. À elles 3, elles abritent plus de 3 millions de personnes. Cela fait beaucoup de voisins invités. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Et vous, avez-vous déjà participé à la fête des voisins ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod11.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Aimez-vous la cuisine française ? Si oui, alors ce sujet est pour vous. Peut-être connaissez-vous la fête de la gastronomie qui a lieu à travers la France et dans le monde chaque premier week-end d'automne. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment et pourquoi les Français célèbrent la fête de la gastronomie. Si vous connaissez la cuisine française, pouvez-vous me citer 3 mets français célèbres ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. La gastronomie, c'est l'art de faire de la bonne cuisine. En France, la gastronomie peut être définie comme l'art de la table lié au plaisir de manger. Le repas gastronomique des Français, avec ses rituels et sa présentation, a été inscrit en 2010 au patrimoine immatériel de l'humanité. Les Français ont en effet une façon typique de manger en mariant les mets et les vins avec une succession de plats et une façon spécifique de se mettre à table. Lancée en 2011 par Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, la fête de la gastronomie a pour ambition de célébrer le savoir-faire, la tradition et l'innovation gastronomique française. Cette fête a plusieurs objectifs. Tout d'abord, promouvoir la cuisine française à travers le monde et en faire un argument touristique, mais également à sensibiliser le public à la diversité des terroirs et des produits, ainsi qu'aux multiples métiers qui touchent la gastronomie. Chaque année, un thème est choisi pour la fête afin de varier les possibilités. Des animations, comme des concours de cuisine amateurs, sont organisés. Cet événement est fêté dans toutes les régions de France, mais également à l'international. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Japon ou le Canada ont participé à cette manifestation gourmande. Cette fête est encore récente et n'est pas encore reconnue par la majorité des Français. Néanmoins, son succès est croissant. 98 départements français ont célébré cet événement et plus de 75 000 professionnels ont participé. Connaissez-vous le guide Michelin ? C'est l'un des plus anciens et plus célèbres guides gastronomiques du monde. Après enquête des inspecteurs du guide,
les restaurants obtiennent des étoiles, label de qualité, 3 étant le maximum. La France est le deuxième pays le plus étoilé. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Si vous connaissez la cuisine française, pouvez-vous me citer 3 mets français célèbres? La cuisine française possède de nombreux plats variés et il y a donc une grande possibilité de choix. Par exemple, le macaron, le foie gras et la blanquette de veau à l'ancienne sont 3 mets français célèbres dans le monde entier. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Quel est votre plat français préféré? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 1er novembre est férié en France? C'est parce que les Français célèbrent la Toussaint, une fête catholique, et également la fête des morts. Nous vous en dirons plus au cours de cette leçon. Savez-vous quelles fleurs les Français achètent-ils pour déposer sur les tombes d'un cimetière? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La Toussaint est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Son origine est difficile à déterminer puisque cette célébration est apparue à des dates variées selon les lieux. Au 5e siècle, les Romains célébraient les saints et les martyrs le dimanche après la Pentecôte. C'est à partir du 8e siècle qu'elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédie une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints. En 1835, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Ensuite, une fête des morts fut associée à la célébration de la Toussaint. En effet, au XIe siècle, Odilon de Cluny instaura la fête de tous les morts le 2 novembre. Cependant, la frontière entre ces deux célébrations ne fut jamais bien nette dans l'esprit des Français. Peu à peu, la fête des morts déborda sur la Toussaint. Aujourd'hui encore, beaucoup de Français pensent que la Toussaint est la fête des morts et non des saints. Le fait que le jour de la Toussaint soit férié, contrairement au 2 novembre, a contribué à généraliser cette tendance. C'est pourquoi la Toussaint est devenue pour la majorité des Français le jour des morts. Les Français viennent se recueillir sur la tombe des défunts de leur famille. Certains font même de longs trajets en voiture pour aller s'occuper des tombes familiales éloignées de leur domicile. La tradition veut que les Français se rendent au cimetière afin de nettoyer et de fleurir les tombes de leurs disparus. La Toussaint est très appréciée des enfants et des étudiants. En effet, ils profitent généralement, durant cette période, des vacances de 2 semaines appelées les vacances de la Toussaint, durant lesquelles ils peuvent se prélasser. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelles fleurs les Français achètent-ils pour déposer sur les tombes du cimetière? En France, on couvre les tombes avec des fleurs comme les chrysanthèmes ou les œillets d'Inde. Ces fleurs sont assimilées aux défunts et symbolisent l'amour. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Avez-vous dans votre pays une journée en mémoire des morts? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Durant l'été, vous avez peut-être des vacances. En France, on les appelle les grandes vacances. Elles désignent la plus longue période des vacances scolaires et débutent généralement en juillet pour finir en août. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. Ce sont avant tout les enfants et les étudiants qui profitent des 2 mois de vacances durant l'été. Les élèves français sont parmi ceux qui ont le plus grand nombre d'heures de cours, mais le plus faible nombre de journées passées à l'école. Historiquement, cette période, qui est celle des moissons dans l'hémisphère nord, nécessitait auparavant la présence des enfants auprès de leurs parents dans les champs pour les travaux agricoles.
Les écoles fermaient donc pour permettre aux enfants d'aller aider leurs parents. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, qui vit l'avènement des congés payés, les grandes vacances sont synonymes des vacances d'été et de tourisme. Apparus en France en 1936, les congés payés sont une innovation sociale majeure. Aujourd'hui, un travailleur français a droit à 30 jours de congés payés. Ils sont obligatoires et permettent à chaque employé de partir en vacances, et donc de réunir ainsi parents et enfants. C'est en général durant les grandes vacances que les Français prennent la plus grande partie de leurs congés. En effet, 66% partent en vacances chaque été, ce qui représente 45 millions de vacanciers. Et les Français aiment partir en vacances en France, puisque plus de 80% des séjours se font en France métropolitaine. Les vacances se déroulent généralement à la mer. Les Français préfèrent en effet aller à la montagne en hiver. Lorsque les Français choisissent de partir à l'étranger, durant les grandes vacances, ce sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui sont les destinations les plus prisées. Les Français aiment en effet les pays où il fait chaud et où ils peuvent se baigner. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été? C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la plus prisée par les Français lorsqu'ils partent en vacances d'été. Le principal avantage de cette région est qu'elle est baignée au sud par la mer Méditerranée. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, où partez-vous en vacances durant l'été? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod11.com et à très bientôt! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone.